Vous vous demandez comment la situation va tourner entre l'Occident et la Russie suite aux tensions récentes? Pas la peine de sortir votre boule de cristal. Aujourd'hui, nous faisons le point sur pourquoi la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Vous êtes sur BRICS Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Mais commençons d'abord par un bilan de la situation. Le lundi 18 novembre, Joe Biden, devrais-je plutôt dire l'administration Biden-Harris, car en effet, quand on voit la désorientation de Joe Biden sur le tapis rouge du G20, on peut se poser des questions sur ses capacités. Je disais donc, l'administration Biden-Harris a donné à l'Ukraine la possibilité d'utiliser des armes longue portée jusqu'à 300 km dans les terres du territoire. Le mardi 19 novembre, Volodymyr Zelensky, jamais à l'abri d'une provocation, a ordonné l'envoi de 6 missiles ATACMS dans la région russe de Bryansk. 5 de ces missiles ont été interceptés en vol, le sixième s'est abîmé et ses fragments sont tombés sur un territoire militaire russe, occasionnant un incendie. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. On comprend bien que, de ce fait, les États-Unis et particulièrement l'administration Biden-Harris, sachant qu'ils seront bientôt remplacés, étant donné la prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier, ont décidé de tout faire pour mener à l'escalade dans la guerre entre l'Occident et la Russie. En parallèle de cette autorisation de Joe Biden, il faut également savoir que Vladimir Poutine avait demandé la mise à jour de la doctrine nucléaire de la Fédération de Russie. Autre fait marquant, dans le sillage des États-Unis, le Royaume-Uni, mais également la France, ont aussi donné à l'Ukraine l'autorisation d'utilisation d'armes longue portée, à savoir respectivement les missiles Storm Shadow et Scalp. Tout le monde est resté suspendu à la réaction de Vladimir Poutine, mais la chose à laquelle personne ne s'attendait, c'était le missile Oreshnik. Savez-vous ce que fait un chien avant d'attaquer? Il commence par aboyer, puis il grogne, il montre les dents, et enfin seulement il mord. Et c'est très certainement en s'inspirant de son chien Yume, que l'on voit ici face à deux journalistes japonais impertinents, que Vladimir Poutine a imaginé sa réponse au tir ukrainien. Voici par exemple comment l'information a été traitée par les médias de grand chemin. Une provocation de trop pour le président russe. Jeudi, à l'aube, la riposte est sans précédent. Un missile balistique hypersonique de portée intermédiaire pulvérise une usine d'armement ukrainienne à Dnipro. À la suite de ce premier tir, dans la soirée, Vladimir Poutine a fait une allocution télévisuelle dans laquelle il a donné plus de détails sur le missile Oreshnik. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé le 21 novembre dernier une frappe combinée sur l'une des installations de l'industrie de défense ukrainienne. Dans des conditions de combat, elles ont notamment testé un des systèmes de missiles russes à portée intermédiaire les plus récents, en l'occurrence un missile balistique dans sa configuration hypersonique non nucléaire. Et en voici quelques capacités supplémentaires. Oreshnik est capable de frapper même les sites les plus protégés et se trouvant à une profondeur importante. En cas d'utilisation massive de ce type de missile, l'impact aurait une puissance équivalente à celle d'une arme nucléaire, les radiations en moins bien sûr. Oreshnik est muni de 10 blocs de séparation autonomes, attaquant la cible à une vitesse de Mach 10 et transformant en poussière tout ce qui se trouve à portée du point d'impact. Les températures de frappe d'Oreshnik peuvent monter à 4000 degrés Celsius. Enfin, la production en série de ce type de missile balistique hypersonique a commencé. Oreshnik signifie noisette et on a notamment vu Vladimir Poutine manger des noisettes durant le sommet de l'OCS cet été. Essayait-il par hasard de passer un message aux puissances de l'OTAN et aux puissances européennes? Bonne question. Et l'air fort quand tu es faible, et l'air faible quand tu es fort. L'art de la guerre, Sun Tzu. C'est très certainement une phrase à laquelle la va-t-en-guerre européiste Ursula von der Leyen devrait réfléchir.
Elle, dont le fils travaille dans l'armement, quelle coïncidence, va-t-elle être suivie par les pays européens dans ses velléités belliqueuses à l'égard de la Russie? Rien n'est moins sûr. Joseph Borrell déclarait d'ailleurs récemment que beaucoup de ministres européens ne cautionnaient pas la décision prise par l'administration Biden-Harris d'utiliser les armes longue portée sur le territoire russe. Je vous propose ici de revenir sur le cas de 3 pays de la Grande Europe qui n'ont peut-être pas les moyens de leurs ambitions. Et on commence tout d'abord avec le Royaume-Uni. Le Premier ministre Keir Starmer, mais également le ministre des Affaires étrangères David Cameron, ont déclaré récemment réfléchir sérieusement à l'envoi de troupes sur le territoire ukrainien pour combattre la Russie et ont également autorisé l'envoi d'une douzaine de missiles Storm Shadow. Mais là où ça bloque, c'est que justement, en Grande-Bretagne actuellement, le pays est agité par une crise sociale sans précédent. En effet, un exemple tout simple, en moins de 4 heures, une pétition demandant de nouvelles élections législatives a recueilli plus de 2 300 000 signatures. Cet État, devenu un État policier selon Elon Musk suite à des émeutes et à des mouvements sociaux, a-t-il réellement les moyens de ses ambitions? Rien n'est moins sûr. Passons à la France actuellement. Grand ami de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron déclare depuis quelques mois maintenant qu'il considère sérieusement l'envoi de troupes également sur le front entre l'Ukraine et la Russie. Le peut-il? Rien n'est moins sûr. En effet, d'une part, la population française ne suit absolument pas son président. Beaucoup de mouvements sociaux sont en cours actuellement. Et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, la France subit une crise de la dette sans précédent. On parle même de crise grecque à la française. En effet, la France fait face actuellement à une dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros. La guerre, ça coûte cher. Il faut envoyer des hommes, il faut envoyer des armes, ce que la France n'a quasiment plus. Et surtout, il faut toute la logistique derrière. Les caisses de France sont vides et le président est détesté. Il y a donc très peu de chances que la France suive les ambitions de son président. Dernier exemple à présent, l'Allemagne. Comme sa voisine française, l'Allemagne fait également face à une crise économique qui s'annonce d'une rare violence. En effet, la majorité de son industrie paye très cher la crise de l'énergie. De nombreuses usines ferment et l'économie allemande en pâtit. De plus, il est à savoir que Olaf Scholz et Vladimir Poutine ont eu un échange téléphonique assez récent. Nous n'avons pas le détail de ce qui a été dit, mais cependant, chose importante, à la suite de cette conversation téléphonique, Olaf Scholz a refusé l'envoi à l'Ukraine de missiles longue portée Taurus. Notons également au passage le cas de l'Italie qui, dès le départ par la voix de Giorgia Meloni, a désapprouvé fortement l'autorisation donnée par les États-Unis de l'utilisation des armes longue portée. Tout cela se résume en une phrase: certains dirigeants européens ont en effet des velléités belliqueuses, mais les peuples ne les suivront très certainement pas. D'autre part, il existe encore 2 jokers géopolitiques mondiaux. Donald Trump aurait-il été inspiré par Jack Bauer dans la série 24 heures? En effet, lors de sa campagne présidentielle, il avait annoncé qu'il pourrait régler le conflit russo-ukrainien en une seule journée. On l'écoute. I know Zelensky very well because he was very honorable with the fake phone call, impeachment hoax #1. They said I made a phone call to him and I was very threatening. I wasn't at all. I was actually very nice. I was congratulating him on a victory. But when they asked him, they said, were you threatened? He didn't even know what they were talking about. He was very honorable. He could have done grandstand. He said, yeah, I felt threatened. He didn't do that. And as you know, I get along very well with Putin. I would tell Putin, you gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle. I would tell one, you're gonna load up with money. I'd tell the other, you're not gonna get any money. I would get a settlement in 24 hours. On sait que les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine sont cordiales. Ils se sont rencontrés en 2019 et tout s'est bien passé. Il existe entre les deux hommes un respect mutuel en raison de leur fort caractère et surtout de leur stature d'hommes d'État de grande puissance internationale. Il faut savoir également que tous les deux sont de très bons joueurs d'échecs. Lors de la victoire de Donald Trump
Vladimir Poutine déclarait qu'il était tout à fait disposé à parler de négociations de paix à propos de l'Ukraine, pour peu que ce soit l'administration de Trump qui conduise ces négociations. On l'écoute. Les déclarations sur la volonté de rétablir les relations avec la Russie, d'aider à mettre fin à la crise ukrainienne, à mon avis, me semblent être dignes d'un minimum d'attention. Je profite de l'occasion pour féliciter Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis d'Amérique. Je l'ai déjà dit, nous travaillerons avec tout chef d'État qui a la confiance du peuple américain. Ce sera effectivement le cas dans la pratique. D'autre part, si l'on suit le plan de campagne de Donald Trump, Make America Great Again, on comprend vite que toutes les subventions américaines versées à l'Ukraine vont très bientôt être suspendues. De plus, depuis les élections américaines, les deux hommes se sont déjà parlé au téléphone et selon les dires du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cela n'a posé aucun problème. C'est donc une piste majeure vers une solution de paix. Le chemin du dialogue a été repris et on espère qu'entre-temps, l'administration Biden-Harris ne fera pas de nouvelles provocations. L'autre atout majeur dans la balance géopolitique mondiale se trouve en Corée du Nord. Je veux bien entendu parler de Kim Jong-un. Lors de sa récente visite à Pyongyang, Vladimir Poutine a signé avec Kim Jong-un un accord de défense bilatéral. Cet accord prévoit l'entraide entre les deux pays en cas de conflit de l'un d'eux avec une puissance extérieure. À ce jour, on sait que plus de 12 000 hommes ont été envoyés de Corée du Nord pour aller renforcer les lignes de front côté russe face à l'Ukraine. En outre, Donald Trump a également déjà annoncé sa prochaine visite à Kim Jong-un et on ne doute pas une seule seconde que les deux hommes parleront de ce conflit russo-ukrainien. Pour finir sur une note humoristique, pourquoi ne pas envisager dans un futur proche que Vlad et Kim rendent une petite visite à Donald pour se faire, pourquoi pas, un McDo. Je vous laisse apprécier la séquence. Voilà les amis, c'est tout pour ce premier point sur le conflit russo-ukrainien. Nous espérons que vous avez apprécié notre travail. N'hésitez pas à mettre un pouce pour nous encourager et à partager cette vidéo. Et surtout, laissez-nous un petit commentaire. Nous sommes très curieux de savoir ce que vous pensez de ce conflit. Pensez également à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu de tous nos futurs points. Pour ma part, je vous dis à très vite dans un nouveau point. Et en attendant, n'oubliez pas, Carpe Diem.